Giovanni Battista Morgagni, 25 février 1682 jusqu'au 6 décembre 1771, était un anatomiste italien, généralement considéré comme le père de la pathologie anatomique moderne, qui a enseigné à des milliers d'étudiants en médecine de nombreux pays au cours de ses 56 ans en tant que professeur d'anatomie à l'université de Padoue. Sa contribution littéraire la plus importante, le monumental en 5 volumes On the Seats and Causes of Disease, incarnait une vie d'expérience dans la dissection et l'observation anatomique et a établi le principe fondamental que la plupart des maladies ne sont pas vaguement dispersées dans tout le corps, mais proviennent localement dans des organes et tissus spécifiques. Éducation. Ses parents étaient aisés, mais non nobles. Il ressort de ses lettres à Giovanni Maria Lancisi que Morgagni avait l'ambition d'améliorer son rang. On peut en déduire qu'il a réussi du fait qu'il est écrit sur une plaque commémorative à Padoue comme Nobilis Forolensis, noble de Forli, apparemment du droit de sa femme. À l'âge de 16 ans, il se rend à Bologne pour étudier la philosophie et la médecine et obtient son diplôme de docteur dans les 2 facultés 3 ans plus tard, en 1701. Il est précepteur d'Antonio Maria Valsalva, l'un des élèves distingués de Malpighi, qui occupa la charge de démonstrateur anatomicus à l'école de Bologne et qui aida plus particulièrement à préparer son célèbre ouvrage sur l'anatomie et les maladies de l'oreille, publié en 1704. Début de carrière. De nombreuses années après, en 1740, Morgagni édita une édition rassemblée des écrits de Valsalva avec des ajouts importants traités sur l'oreille et avec un mémoire de l'auteur. Lorsque Valsalva a été transféré à Parme, Morgagni a succédé à son poste de démonstrateur anatomique. À cette époque, il jouissait d'une grande réputation à Bologne. Il fut nommé président de l'Academia Inquitorum alors qu'il était dans sa 22e année, et on dit qu'il a signalé son mandat de président en décourageant les spéculations abstraites et en mettant la mode à l'observation et au raisonnement anatomique exact. Il a publié la substance de ses communications à l'Académie en 1706 sous le titre d'Adversaria Anatomica, le premier d'une série par laquelle il est devenu favorablement connu dans toute l'Europe comme un anatomiste précis. Le livre comprenait des observations du larynx, de l'appareil lacrymal et des organes pelviens chez la femme. Après un certain temps, il abandonna son poste à Bologne et s'occupa pendant les 2 ou 3 années suivantes à Padoue, où il avait un ami en Domenico Guglielmini, 1655 à 1710, professeur de médecine, mais plus connu comme écrivain sur physique et mathématiques, dont il édita ensuite les travaux, 1719,
avec une biographie, Guglielmi souhaite le voir s'installer comme professeur à Padoue. Et la mort inattendue de Guglielmi lui-même rend le projet réalisable. Antonio Vallis Neri, 1661-1730, étant transféré à la chaire vacante et Morgagni, succédant à la chaire de médecine théorique. Il vint à Padoue au printemps 1712, alors dans sa 31e année, et y enseigna la médecine avec le plus grand succès jusqu'à sa mort le 6 décembre 1771. Milieu de carrière. Alors qu'il avait passé 3 ans à Padoue, qui à l'époque faisait partie de la République de Venise, une opportunité se présenta pour sa promotion par le Sénat de Venise à la chaire d'anatomie. Dans ce poste prestigieux, il devint le successeur d'une illustre lignée d'érudits dont Vesalius, Gabriele Falloppio, Geronimo Fabrizio, Acerius et Adrianus Pigelius, et bénéficia d'une allocation qui était augmentée de temps à autre par vote du Sénat jusqu'à ce qu'il atteigne 12 ans, sans ducat d'or. Peu de temps après son arrivée à Padoue, il épousa une noble dame de Forlì qui lui donna 3 fils et 12 filles. Morgagni jouissait d'une popularité inégalée parmi toutes les classes. Il était de grande taille et digne, avec des cheveux blonds et des yeux lilas, et avec une expression franche et heureuse. Ses manières étaient polies et il était connu pour l'élégance de son style latin. Il vivait en harmonie avec ses collègues, qui ne lui auraient même pas envié son salaire sans précédent. Sa maison et son amphithéâtre n'étaient fréquentés tanquam officina sapientiae par des étudiants de tous âges, attirés de toutes les parties de l'Europe. Il jouissait de l'amitié et de la faveur des sénateurs vénitiens distingués des cardinaux, et les papes successifs lui ont conféré des honneurs. Avant qu'il n'ait été longtemps à Padoue, les étudiants de la nation allemande, de toutes les facultés là-bas, l'ont élu leur patron, et il les a conseillés aidé dans l'achat d'une maison pour être une bibliothèque et un club allemand pour toujours. Il a été élu à l'Académie impériale Cesareo Leopoldina en 1708, située à l'origine à Schweinfurt, et à un grade supérieur en 1732, à la Société royale en 1724, à l'Académie des sciences de Paris en 1731, à l'Académie de Saint-Pétersbourg en 1735 et l'Académie des sciences de Berlin en 1754. Parmi ses élèves les plus célèbres figurait Antonio Scarpa, mort en 1832, reliant l'école de Morgagni à l'art moderne, Domenico Cotugno, 1736 à 1822, et Leopoldo Marco Antonio Caldani, 1725 à 1813, l'auteur du magnifique atlas des planches anatomiques publié en 2 volumes à Venise en 1801-1814. Dans ses premières années à Padoue,
Morgagni a sorti 5 autres séries de l'Adversaria Anatomica, 1717 à 1719. Ces publications strictement médicales étaient peu nombreuses et occasionnelles sur les calculs biliaires, les varices des veines caves, les cas de calcul et plusieurs mémoires sur des points médico-légaux rédigés à la demande de la curie. L'érudition classique de ces années-là occupait sa plume plus que l'observation anatomique. Fin de carrière. Ce n'est qu'en 1761, alors qu'il était dans sa 80e année, qu'il sortit le grand ouvrage qui, une fois pour toutes, fit de l'anatomie pathologique une science et détourna le cours de la médecine vers de nouvelles voies d'exactitude ou de précision, le De Sedibus et Causis Morborum per Anatomie Indicatis, des sièges et des causes des maladies étudiées par l'anatomie, en 5 livres imprimés en 2 volumes, in folio, qui au cours des 10 années suivantes, malgré son volume, a été réimprimé plusieurs fois, 3 fois en 4 ans, en son latin original, et a été traduit en français, 1765, réédité en 1820, anglais 1769 et allemand 1771. Le seul traité spécial d'anatomie pathologique antérieur à celui de Morgagni était l'ouvrage de Théophile Bonnet de Neuchâtel, Sepulchretum sive anatomia practica ex cadaveribus morbodenatis, le cimetière ou anatomie pratiquée à partir de cadavres morts de maladie, publié pour la première fois, Genève, 2 volumes in folio, en 1679, 3 ans avant la naissance de Morgagni. Il a été republié à Genève, 3 volumes, folio, en 1600. Et de nouveau à Lille, en 1709. Bien que l'anatomie normale du corps ait été entièrement et dans certaines parties de manière exhaustive, écrite par Vesalius et Fallopius, il n'était pas venu à l'esprit de quiconque d'examiner et de décrire systématiquement l'anatomie des organes et des parties malades. Harvey, un siècle avant Vessal, remarque de manière poignante qu'il y a plus à apprendre de la dissection d'une personne décédée, de tuberculose ou d'une autre maladie chronique que des corps de 10 personnes qui avaient été pendues. Francis Gleason, 1597 à 1777, montre, en effet, dans un passage cité par Bonnet dans la préface du Sepulchretum, qu'il connaissait l'idée au moins de comparer systématiquement l'état des organes dans une série de corps et de noter ces conditions qui accompagnaient variablement un ensemble donné de symptômes. L'ouvrage de Bonnet fut cependant la première tentative d'un système d'anatomie morbide, et bien qu'il s'attardât surtout sur les curiosités et les monstruosités, il jouissait à son époque d'une grande réputation. À l'air, on parle comme d'une œuvre immortelle qui peut elle-même servir de bibliothèque pathologique. Morgagni, dans la préface de son propre ouvrage,
discute les défauts et les mérites du sépulcre. C'était en grande partie une compilation de ces de cas d'autres hommes, bien et mal authentifiés. Elle était prolixe, souvent inexacte et trompeuse par méconnaissance de l'anatomie normale, et elle manquait de ce qu'on appellerait maintenant l'impartialité objective, qualité qui fut introduite aussi décisivement dans l'anatomie morbide par Morgagni qu'elle avait été introduite 2 siècles plus tôt dans l'anatomie normale, l'anatomie humaine par Vessal. Morgagni a raconté les circonstances dans lesquelles le décès d'Ibus a pris naissance. Ayant terminé son édition de Valsalva en 1740, il prenait des vacances à la campagne, passant une grande partie de son temps en compagnie d'un jeune ami curieux dans de nombreux domaines du savoir. La conversation tourna sur le sépulcre de Bonnet, et son ami dilettante suggéra à Morgagni de consigner ses propres observations. Il fut convenu que des lettres sur l'anatomie des malades, des organes et des parties devraient être écrites pour la lecture de cette jeunesse privilégiée, dont le nom n'est pas mentionné. Ils ont été continués de temps en temps jusqu'à ce qu'ils soient au nombre de 70. Ces 70 lettres constituent le décès d'Ibus Causis Morborum, qui fut donné au monde comme traité systématique en 2 volumes, in folio, Venise, 1761, 20 ans après le début de la tâche de l'instruction épistolaire. Les lettres sont disposées en 5 livres, traitant des états morbides du corps à capite ad calcem et contenant ensemble les enregistrements de quelques 646 dissections. Certains d'entre eux sont donnés très longuement et avec une précision d'énoncé, une exhaustivité de détails à peine dépassée dans les soi-disant protocoles des instituts pathologiques allemands de l'époque actuelle. D'autres, encore, sont des fragments apportés pour élucider une question qui avait surgi. Les symptômes au cours de la maladie et d'autres circonstances antérieures sont toujours préfixés par plus ou moins de plénitude et discutés du point de vue des conditions trouvées après la mort, des sujets de tous les rangs de la vie, dont plusieurs cardinaux figurent dans cette remarquable galerie des morts. La plupart des cas sont tirés des premières expériences de Morgagni à Bologne et des archives de ses professeurs Valsalva et I.F. Albertini, 1662 à 1738, non publiés ailleurs. Ils sont choisis et arrangés avec méthode et but. Ils sont souvent et un peu négligemment faits à l'occasion d'un long excursus sur la pathologie générale et la médecine. Héritage. Au cours de sa carrière de médecin, il a pris soin de prendre des notes détaillées sur bon nombre de ses consultations. Ces écrits permettent au lecteur moderne d'observer sa pratique et sa description du corps à travers ses propres mots.
Nous sommes en outre en mesure d'examiner les progrès de l'étude de l'anatomie de Morgagni en ce qui concerne son traitement des patients. Nous sommes en outre en mesure d'afficher une perspective particulière d'un seul médecin dans le contexte du XVIIIe siècle, lorsqu'il a vécu afin de mieux comprendre la pratique médicale au cours de cette période. L'éventail de l'érudition de Morgagni, comme en témoignent ses références à la littérature ancienne et contemporaine, était très large. On a prétendu qu'il n'était pas lui-même exempt de prolixité, le péché obsédant des savants, et certainement la forme et l'arrangement de son traité sont tels qu'il est difficile à utiliser par les praticiens ultérieurs, bien qu'il soit indexé dans l'édition originale, dans celle de Tissot, 3 volumes, 4 Théo, Yverdon, 1779, et sont des éditions plus récentes. Elles diffèrent des traités modernes en ce que les symptômes déterminent l'ordre et la manière de présenter les faits anatomiques. Son travail de 1769 décrivait les découvertes post-mortem de l'air dans la circulation cérébrale et supposait que c'était la cause du décès, bien que les cas de Morgagni résultent d'une embolie gazeuse due à des dommages à l'intestin. La même pathologie est observée dans la maladie de décompression. Bien que Morgagni ait été le premier à comprendre et à démontrer la nécessité absolue de fonder le diagnostic, le pronostic et le traitement sur une connaissance exacte et complète des conditions anatomiques, il n'a pas tenté, comme celui de l'école de Vienne, 60 ans plus tard, d'exalter l'anatomie pathologique en une science déconnectée de la médecine clinique et éloignée de l'expérience pratique du scalpel. Sa précision, son exhaustivité et son absence de parti pris sont ses qualités essentiellement modernes ou scientifiques. Son érudition et sa haute considération pour les travaux classiques et étrangers, son sens des fins pratiques ou son bon sens et l'étendue de son horizon intellectuel prouvent qu'il a vécu avant que la science médicale ne devienne largement technique ou mécanique. Son traité marqua le début de l'ère des progrès constants ou cumulatifs de la pathologie de la médecine pratique. Dès lors, les symptômes cessèrent d'être regroupés en groupes plus ou moins conventionnels, dont chacun était une maladie. D'autre part, ils ont commencé à être considérés comme le cri des organes souffrants, et il est devenu possible de développer la grande conception de Thomas Sydenham d'une histoire naturelle de la maladie dans un esprit catholique ou scientifique. Structure éponyme, sinus aortique, aortic sinus de Morgagni, mieux connu sous le nom de Valsalva sinus, colonne de Morgagni, foramina de Morgagni, cataracte hypermature, cataracte de Morgagni, tadite de Morgagni, hernie de Morgagni, syndrome de Morgagni, Stuart Morel, sinus de Morgagni, pharynx,